Donc, présentation du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Nous avons ici présent Monsieur Jean-François Ducré-Robitaille et Madame Alexandra Bastien, qui travaillent depuis plusieurs années au MAMO et essentiellement sur l'infrastructure infonuagique du ministère. Donc la présentation, souplesse, agilité et collaboration, l'info nuagique à notre service. Donc je vous laisse parler. Bonjour, bienvenue à notre présentation. C'est ça sur la souplesse, l'agilité et la collaboration en info nuagique. Donc, c'est des caractéristiques qui se sont démarquées durant notre projet, notre réalisation qu'on a fait, puis qui nous fait plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc, ça a commencé par une vision. Il y a eu le projet et je vais vous présenter les enjeux. Donc, en tant que tel, la vision. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui étaient présents à Vision Géomatique et qui avaient assisté à la présentation sur les services serviables. Donc, on avait terminé avec une perspective d'évolution qui était, dans le fond, une infrastructure élastique qui s'adaptait, dans le fond, à la demande des services web. Donc, vous le devinerez. On a pu concrétiser plus rapidement que ce qu'on avait identifié au départ lors de cette présentation-là. Donc, le projet qui nous a permis de réaliser cette infrastructure élastique, dans le fond, c'est la diffusion de la présence de données de zones inondables. Donc, c'est des zones inondables qui sont présentes ou représentées dans les schémas d'aménagement. Puis nous, on voulait vraiment juste représenter qu'il y avait une présence, pas en tant que telle la zone. On voulait que les personnes puissent se référer au schéma d'aménagement. Donc, cette présence de données-là, ce service cartographique-là, se voulait tout d'abord pour alimenter Géo-Inondation. On voulait également que ça devienne un service cartographique qui soit accessible aussi au public et de le verser, bien sûr, en données ouvertes. Donc, il y avait différents enjeux. Tout d'abord, bon, on devait, c'est une collaboration. Il faut clarifier exactement à quoi qu'on s'attend, qu'est-ce qu'on cible, c'est quoi la donnée, comment on va représenter, comment on va la symboliser, comment ça va s'harmoniser avec les autres services cartographiques des partenaires. Il y avait également, comme on a dit, une présence. Donc, on n'a pas choisi de dériver ou de modifier la donnée. On a juste voulu identifier la présence. Harmonisation. Puis, bien sûr, on voulait quelque chose qui réponde à un service grand public, mais qui soit dans un coût raisonnable. Il y avait bien entendu des enjeux technologiques. Donc, on voulait que le service soit performant, soit stable, qu'il y ait une résilience face à une forte charge qui pouvait survenir à n'importe quel moment. Donc, qu'il soit prêt sans qu'on ait besoin de prédire ou un pattern. Donc, si jamais il y avait une charge qui arrivait, il fallait qu'il puisse répondre en dedans de quelques minutes, secondes, que la charge soit bien répartie. On voulait aussi, vu que c'était un projet en collaboration, on voulait que si jamais on avait des modifications à faire à l'infrastructure, que ça se fasse sans interruption de service. Donc, la capacité d'évoluer gentiment face à nos partenaires. Et bien sûr, une infrastructure, on veut que ça conserve une certaine sécurité. Puis, on veut pas être toujours en train de le surveiller. On voudrait être alerté si jamais il y a une composante qui vient à manquer. Donc, voilà ce qui met la table. Dans le fond, cette réalisation-là s'est faite dans un processus itératif. Donc, on a commencé par regarder qu'est-ce qu'on avait actuellement comme infrastructure. Ensuite, qu'est-ce qu'on a à mettre en place. Donc, les différentes phases du projet. Puis, finalement, est-ce que ce qu'on a mis en place fonctionne? Donc, des tests pour vérifier, dans le fond, l'hypothèse de départ. Donc, actuellement, on a un serveur cartographique qui est en info nuagique, qui diffuse près des 50 thématiques qui alimentent le territoire. Donc, c'est des services à accès restreint, donc c'est privé, ça alimente uniquement la plateforme. On a certains autres services qui vont alimenter des navigateurs qui se retrouvent dans le site web du MAMO. Puis, on a également, sur ce même serveur-là, des services WMS, OGC, qui vont alimenter différents besoins pour des partenaires, notamment en aménagement du territoire. Mais cette infrastructure-là, on a
pas décidé d'aller de l'avant pour héberger ce service-là parce qu'on avait des doutes avec ce qui desservait déjà, puis la haute disponibilité qui était demandée, qui puisse répondre à ce qui était souhaité et la charge peut-être imprévue qui pourrait survenir sur le serveur. On voulait pas compromettre le service qui est offert pour territoire. Donc, on passe maintenant à la réalisation en itération. Merci, Alexandra. Donc, c'est un projet de diffuser cette donnée-là qu'il a fallu faire très rapidement, du moins démarrer le projet rapidement. La solution qu'on a retenue comme environnement initial, c'est d'y aller directement en info nuagique. On a déjà des serveurs où on a accès au ministère, mais pour nous, pour différentes raisons, c'était beaucoup plus facile et simple d'aller en info nuagique. On a déjà de l'expérience, c'est très simple, très rapide à mettre en place. On est allé chez un des fournisseurs qui est OVH. En passant à la présentation qu'on vous fait, là, vous allez voir Amazon Web Services mur à mur là-dedans, mais ça se fait avec d'autres fournisseurs. C'est pas une publicité pour Amazon, ça se fait avec d'autres, mais nous, c'est l'infrastructure qu'on utilise au ministère. Donc, on a un GeoServer, on a installé une base de données. Cette façon de faire-là est peu coûteuse, donc on rencontre déjà un objectif de coût raisonnable. Et on a mis en avant déjà certains services qu'on a chez Amazon pour garantir une certaine stabilité lorsque les partenaires vont vouloir intégrer notre service. Donc, on conserve toujours des services d'Amazon pour les noms de domaine puis pour du caching de la sécurité. Et si on veut évoluer gentiment, on peut faire des travaux dans le back-end, mais en avant, on laisse toujours la même façade. Donc, c'est quasiment transparent pour nos partenaires et les utilisateurs. Sauf que cette solution-là ne peut pas vivre dans le temps parce qu'elle ne rencontre pas tous les autres objectifs qu'on s'était donnés. Donc, dans le processus itératif, on a fait différentes boucles, on a remplacé différents morceaux composants de ce qu'on voulait mettre en place. Premier changement qu'on a fait, on a tout rapatrié chez Amazon, où est-ce que l'offre de service en termes de sécurité d'alertage est plus mature, c'est beaucoup plus facile pour nous. L'avantage de l'info nuagique là-dedans, on parlait dans notre titre de souplesse et d'agilité. Si on veut faire des tests avec les serveurs, en 5 minutes, on est capable de changer la configuration d'un serveur, puis de voir tout de suite est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est trop de ressources. On est capable de jouer très facilement avec ça. Gros avantage par rapport à ce qu'on pourrait avoir à l'interne. On a tout de suite séparé la BD du logiciel. On a sorti la base de données pour la prendre comme un service. Je vais vous en parler un peu plus. Et on n'avait pas vraiment expérimenté avec du tuilage pour les WMS, donc c'est quelque chose qu'on a voulu faire. Puis on avait déjà la vision peut-être d'avoir un environnement multiserveur. Donc on a fait des essais là, de tuilage à l'extérieur de nos serveurs dans un endroit partagé. Mais finalement, c'est pas une solution qu'on a retenue, on n'en avait pas vraiment besoin finalement. Mais c'est quelque chose qu'on a essayé quand même. Pour la base de données, on est dans un environnement élastique, on a habituellement travaillé avec une base de données. On a retenu une nouvelle infrastructure de base de données chez Amazon qui s'appelle Aurora. On a traditionnellement une base de données dans une seule zone, dans un centre de traitement. On veut une application qui est haute disponibilité, donc ça va nous prendre des serveurs dans d'autres centres de traitement au cas où celui-là tombe. Et Aurora, lui, ce service-là a un avantage, c'est que la couche de données est partagée à travers tous les serveurs. Donc, elle n'est pas propre à un serveur. S'il tombe, il faut attendre la synchronisation, il y a des problèmes. C'est une couche de données partagée, répliquée dans plusieurs centres. Donc, on est capable d'avoir de la haute performance aussi. Et on est capable de démarrer plusieurs instances de manière automatique en lecture sur cette couche de données-là. Donc, on a un point en lecture-écriture qu'on voit dans la section de droite à gauche. C'est par là qu'on fait les modifications, la mise à jour de la base de données. Et on branche nos services web sur un point qui est uniquement pour de la lecture. Il n'y a aucune modification qui peut passer par là, ce qui augmente la sécurité pour l'intégrité de notre donnée. Donc, on ne viendra pas, j'ai rien changé dans les données. On ne peut pas, en passant par ce point-là, c'est impossible. Et si l'instance primaire tombe, là, on a une instance en lecture qui devient la primaire en dedans de quelques secondes sans qu'on ait à intervenir. Donc, avec ça, on augmente la disponibilité de notre infrastructure. On garantit aussi une plus grande élasticité. Le serveur de diffusion, c'est là qu'on a retravaillé. Pour assurer, on parlait de résilience lors d'une charge ponctuelle très importante, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est de remplacer un serveur de diffusion, qui peut être très gros. On l'enlève et on le remplace par une petite flotte de serveurs plus petits. Donc, à gauche, on a notre serveur qui est dans une seule zone. Et dans le morceau de droit, on a plusieurs blocs de serveurs de diffusion qui sont encore aussi dans 2 centres de traitement. Donc, on a de la haute disponibilité avec ce système-là. Et il y a un load balancer en avant, un équilibreur de charge qui va venir répartir les appels. Il y a des règles qui sont en place
pour augmenter le nombre de serveurs et les diminuer. Puis en info nuagique, avec ce genre d'infrastructure-là, on paye pour ce qu'on utilise. Quand on a un seul serveur, on paye pour un serveur. Quand on augmente à 10 puis qu'ils sont en marche, là, on va payer pour les 10. La charge diminue. On va revenir à 1 puis c'est ce qu'on paye. Et complètement à droite, on a un serveur maître qui nous sert à configurer nos petits serveurs. Donc, quand Alexandra a des modifications à faire à la nature des services que l'on offre, elle vient le modifier dans le serveur maître, qu'elle démarre pour le besoin. On en fait une copie qui sert de modèle de référence pour nos petits serveurs. Quand le travail est terminé, on l'arrête. Donc, on paye juste pour le moment où on a à faire la modification. Et ce modèle-là devient la référence pour tous les nouveaux serveurs dont on aura besoin. Puis, on a d'autres fonctionnalités qu'on pourrait avoir plusieurs modèles de référence. Donc, avoir une version 1, version 2, version 3 de notre offre de service. Et l'équilibreur de charge pourrait rediriger le trafic. Donc, pour évoluer gentiment, je pense que ça fait pas mal la job. Voici ce que ça donne. Vous pourrez le voir plus tard dans la présentation. Mais on a à gauche l'utilisateur qui arrive par les domaines qu'on a gardés. Donc, nous, quand on faisait des changements en arrière-plan, ça, c'était constant. Donc, ceux qui voulaient l'intégrer, ils l'ont fait au début. Notre équilibreur de charge, l'élément élastique pour la diffusion qu'on voit en haut en orange et la couche de base de données élastique dans le bas. Ça a l'air peut-être un peu complexe, d'où la phase de test. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça vaut la peine? Puis, est-ce vraiment moins cher que d'avoir un plus gros serveur qui va répondre, qui va dormir la plupart du temps, mais quand il y aura une charge importante, qui va répondre? Donc, on a réalisé des tests de différentes façons. Je vais aborder ces éléments-là rapidement. Donc, parler peut-être de la nature des tests, comment on a réalisé nos tests, comment on a généré les appels pour faire ces tests-là, à partir de quelle infrastructure, puis un exemple de résultat. La nature des tests, ce qu'on a fait initialement pour avoir une idée comment GeoServer se comporte, pour l'optimiser, parce que l'optimisation dans notre phase de développement, c'est un des éléments. Donc, on a fait on utilise des éléments de référence. Voir comment GeoServer et la base de données se comportent lorsqu'on change l'échelle, lorsqu'on change la taille de l'image à produire par le service WMS. Donc, des tests très instructifs pour avoir une meilleure compréhension de comment tout s'intègre. Après, on a testé nos différents types d'infrastructures, comment ils vont se comporter avec une charge. Donc là, on testait plus l'élasticité avec des tests plus brutaux. Et on a fait des tests habituellement, entre autres pour la charge, là, qui durent une quarantaine de minutes. Donc, c'est pas juste, on y va ponctuellement 2 minutes, voir comment tout se comporte. On y va vraiment sur du plus long terme pour voir si l'infrastructure tombe, est-ce qu'elle va être capable de remonter par elle-même. Donc, quand on fait des tests, il faut appeler le serveur, de cette façon-ci avec un WMS. On pourrait avoir un appel type, donc faire toujours la même demande. Ça ne se prête pas vraiment à ce qu'on veut avoir. C'est plus une façon de faire, par exemple, pour voir si un serveur est en santé, où on sait ça va être quoi la réponse, puis on s'entend toujours à la même réponse. On a procédé plus avec les 2 autres points. On a fait un fichier avec une liste d'appels. C'est-à-dire que pour les zones inondables, on a à peu près 3400 polygones. Donc, on s'est assuré d'avoir une liste de 3400 appels qui prennent l'étendue spatiale de ces polygones-là pour être sûr de les voir, à des échelles différentes, beaucoup de grandes échelles et un peu de petites échelles pour bien simuler ce qu'un utilisateur ferait avec la donnée. Donc, il va aller voir dans son quartier, est-ce qu'il peut avoir des zones inondables? Il va être peu intéressé à l'échelle du Québec. Puis, on utilise ça lorsqu'on boucle là-dedans quand on fait des appels. Puis, on s'assure aussi qu'on a de la donnée. La BD, fournir aucun élément à chaque fois, c'est pas trop demandant, mais fournir des objets, c'est plus complexe. Et aussi, on a développé un simulateur d'appel. Donc ça, c'est un processus complètement aléatoire dans une application en JavaScript. On a mis notre service avec du OpenLayer, on a chargé le service, puis on a codé un déplacement sur la carte d'un utilisateur avec des zooms avant-arrière, avec une certaine fréquence pendant un certain temps, ce qui simule encore plus qu'un vrai utilisateur ferait avec la donnée. Puis ça, dans les outils de test, c'est beaucoup plus dur à utiliser, mais c'est peut-être plus représentatif encore. Pour faire ces tests, quand on parle de tests de charge, il faut vraiment pousser notre serveur au maximum et la base de données aussi au maximum. Débuter par un poste local, dans ce cas-ci, ça a été mon poste à moi. Le problème que j'ai rencontré, c'est la bande passante disponible sur notre étage au ministère, qui est à 100 mégabits seconde. À 100 mégabits, mon serveur riait de moi.
Donc, je peux faire rien pour les tests de charge. Je peux voir comment ils se comportent en général, mais mes tests de charge, j'atteins le maximum de ma bande passante et c'est tout. Donc, en info nuagique, ce qu'on a de disponible, c'est des postes avec des bandes passantes beaucoup plus grandes. Donc là, on est allé avec un poste qui a 5 gigabits de bande passante. Là, ça marche pour tester adéquatement mon infrastructure. Je vais être capable de la mettre à terre si elle ne résiste pas bien. L'autre chose qui a été essayée, c'est utiliser un groupe de serveurs. Donc, dans mon deuxième point, j'ai un poste qui fait toutes les demandes, qui lui peut être limité aussi en termes de caractéristiques. Est-ce qu'il est capable de bien gérer 300-400 appels en simultané? Peut-être pas, il va atteindre ses limites. Mais avec, par exemple, Amazon, avec CloudFormation, on est capable de scripter un environnement, donner des caractéristiques de serveurs, puis dire au démarrage des serveurs, exécute tel script. Donc, c'est ce qu'on a fait, programmer, lancer sur le Python, puis là, il peut créer une flotte jusqu'à 300 serveurs qui, eux, vont générer 20, 50, 100 appels en simultané. Puis là, on pourrait aller, disons, jusqu'à 30 000 utilisateurs concurrents. Je suis pas sûr qu'il y a grand monde ici qui peut faire ça à partir de leur propre poste ou de leur tablette. Donc ça, avec ça, on est capable de vraiment tester en profondeur la résistance d'un environnement. Exemple de résultat qu'on demande, est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Pas tout le monde en même temps. Isabelle, est-ce que ça peut marcher, tu penses? Tu sais pas? Oui, OK. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est un exemple de test, un test qui a duré 40 minutes, où on part à un utilisateur concurrent, il est tout seul, et aux 10 secondes, on ajoute un nouvel utilisateur. Ce qui fait qu'au bout d'une trentaine de minutes, j'ai 200 utilisateurs concurrents qui, dès qu'ils ont une réponse à leur appel, font un nouvel appel, réponse, nouvel appel. Donc, j'ai quasiment 200 personnes en simultané sur le serveur, ce qui est quand même une bonne charge. Quand on parlait au début de la qualification du besoin, on était au-delà avec 200 du besoin initial, mais on veut vraiment le tester, parce que ça pourrait arriver. La ligne en rouge Bourgogne mauve, non, je vais commencer par la bleue. La bleue, c'est un serveur unique. Quand on a mis notre infrastructure initiale avec un seul serveur, ça, c'est un serveur avec 8 CPU. Donc, on lance le test, on voit qu'il se comporte bien au début, puis quand on atteint 125 utilisateurs concurrents, là, il a atteint sa pleine capacité, il n'est plus capable de rien faire de plus. Et au bout d'un autre 15 minutes, là, il y a un plateau et il s'effondre et il ne renaîtra jamais de ses cendres. Il est mort là, il faut le redémarrer à bras. C'est pas bon. On veut pas ça. Surtout, ça arrive la fin de semaine, on veut pas aller au bureau pour le redémarrer. On veut rien faire. Donc, c'est pas très pratique. Fait qu'il est très, très puissant, mais la charge augmente puis il réagit pas bien. La ligne en jaune, ce qu'on a changé, on a dit, bon, on va prendre notre environnement élastique qu'on paramètre et on va prendre une flotte de petits serveurs. Ils ont un seul CPU, mais on va commencer à 1, puis on va lui donner la possibilité de monter jusqu'à 10. Puis on va regarder comment ça se comporte. Donc, on voit au début que notre serveur est capable. Il monte tranquillement. Oh, il atteint un plateau. Donc, dans le fond, l'équilibre de charge a demandé des renforts. Donc, de nouveaux serveurs lèvent automatiquement, basés sur la même configuration. Puis là, il commence à pouvoir répondre. Oh, il commence à avoir un peu de misère. D'autres s'ajoutent tranquillement dans le temps. Donc, on est capable de paramétrer aussi le temps d'attente avant l'ajout de serveurs pour finalement se rendre compte qu'on est capable de répondre adéquatement à nos 200 utilisateurs. Donc, c'est ce qu'on obtient au bout des 34e minutes, là. On est capable de répondre aux 200 à l'intérieur à peu près d'une seconde. Puis on est capable de faire mieux, le comportement est un peu erratique. On a décidé de partir avec des plus moyens serveurs, 2 CPU, puis là, on va en donner jusqu'à 5 maximum, puis voir comment ça se comporte. Puis vous voyez que la ligne est un peu plus lisse, donc il y a moins de problèmes de temps-réponse. Puis avec nos 5 serveurs à la fin, on est capable de répondre adéquatement à la charge, puis il n'y a pas de problème, la solution va durer dans le temps. Puis on a estimé à peu près les coûts, parce que vous savez, c'est un critère qui était très important pour nous. Les petits serveurs, supposons que c'est X, je ne vais pas vous donner le montant exactement ici, là. Mais si la majorité du temps, il y a peu d'appels à notre service, puis de temps en temps, il y a beaucoup d'appels, supposons que c'est X, les moyens serveurs, ça va être 20% plus cher, parce qu'à la base, il y a plus de ressources. Et le serveur qui est à 8 CPU va nous coûter 5 fois le prix. Puis on voit, il dort la plupart du temps, donc on paye dans le beurre. Puis quand la charge augmente trop, il va s'écrouler. Donc je pense qu'on n'en aura pas vraiment pour notre argent. Donc on a décidé de mettre en place les moyens serveurs pour que ça monte graduellement,
puis de mieux résister à notre charge. Madame Bastien. Donc, on a mis en place l'infrastructure, on l'a testé, ça marche, mais bon, il y a quand même une rétroaction à avoir, l'évolution, comment s'adapter, comment on peut encore répondre. Donc, tout d'abord, je l'ai mentionné au départ, souplesse et agilité ne va pas sans sécurité. Donc, il faut s'assurer que oui, l'architecture est là, mais est-ce qu'elle est sécure, est-ce qu'elle est robuste, est-ce qu'elle peut être compromise. Puis, la clé du succès, c'est toujours de répondre aux besoins. Donc, il y a une certaine surveillance à mettre en place également. Donc, au niveau de la sécurité, dans le fond, l'ensemble des composantes qui font partie du modèle sont à l'intérieur d'un réseau virtuel privé. Donc, déjà là, c'est un niveau de sécurité qui isole, dans le fond, l'ensemble de l'infrastructure. Et à l'intérieur de ça, chacune des composantes a ses propres règles de sécurité, ses propres groupes de sécurité, ses propres règles d'accès pour vraiment que l'appel, dans le fond, l'appel au service puisse atteindre la cible et si jamais il ne répond pas aux critères, qu'il soit renvoyé. Donc, là, je sais que c'est peut-être un peu overkill, mais il y a 4 niveaux de pare-feu. Dans le fond, il y a un premier là au niveau de CloudFront. Dans le fond, il y a une blacklist. Il y a les protections contre les dénis de service. Ensuite, il y a des règles de redirection avec le load balancer. Puis, en tant que tel, là, je l'ai mentionné, il y a des groupes de sécurité qui sont mis pour chacune des composantes. Et la base de données qui héberge tout ça, bien, elle est encryptée et pas mal de règles de sécurité déjà par défaut dans le service de base de données qui est offert. Donc, au niveau de la surveillance, chez Amazon, il y a plusieurs services qui nous permettent de surveiller facilement différents indicateurs. Donc, il y a vraiment une panoplie d'indicateurs qui sont disponibles. Donc, c'est choisir parmi ceux-là lesquels sont pertinents à suivre. Donc, une fois qu'on a choisi ces indicateurs-là, on leur identifie des seuils critiques. Et lorsque ces seuils sont atteints, automatiquement, il y a un alertage qui part soit courriel ou soit SMS pour pour nous avertir qu'il y a une composante qui fonctionne pas. Même encore là, dans cette infrastructure-là, il y a de la surveillance automatisée entre les composantes, comme par exemple le load balancer. Bon, c'est lui qui gère le nombre de petits serveurs qui sont levés, mais dès qu'il en détecte un qui n'est pas en santé, automatiquement, il se met à relever d'autres pour pas nuire au temps de réponse. Donc, déjà, entre elles, les composantes se surveillent. Et bon, une fois là, que les appels rentrent, c'est le fun de pouvoir les récupérer, donc d'avoir les logs de ça. Il y a des outils qui sont offerts directement d'Amazon pour pouvoir analyser les différents logs. Mais on peut aussi, les exporter et les utiliser, les exploiter à même nos propres outils. Donc ici, c'est un exemple de surveillance qui a été fait sur la variabilité du trafic. Donc là, c'était des services vraiment plus pour territoire. Puis on peut voir le pattern d'utilisation des services. Donc on voit que c'est vraiment lors des jours ouvrables. Là, au début, il y a une petite plage un petit peu plus longue. C'était un jour férié. C'était une fin de semaine de 3 jours. Donc on peut vraiment comme ça prédire l'utilisation des services. Puis dans Amazon, encore, il y a moyen de mettre des horaires ou prévoir d'allouer certaines ressources supplémentaires dans les temps d'achalandage qu'on prédit. Donc, c'est ce qui complète notre présentation sur la souplesse, l'agilité et la collaboration. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Une question à 2 volets. Dans le fond, pourquoi vous avez choisi Amazon? Parce que je pense que l'année passée, vous aviez déjà cette solution-là, il me semble, pour territoire, c'était déjà hosté là. Est-ce que c'est pour ça que vous avez repris ça? Puis l'autre question, c'est vraiment très intéressant, tous les audits que vous avez faits, puis le suivi de statistiques, puis de savoir faire les tests avec les petits moyens serveurs, scripter des tests. Cette expertise-là, où est-ce que vous êtes allé la chercher? Est-ce que vous avez été accompagné par Amazon pour la développer ou parce que c'est bon, ça? Donc, le premier point pour Amazon, pourquoi on a choisi celui-là? Oui, pour l'aspect géomatique au ministère, c'est entièrement sur Amazon. C'est les services qu'on utilise. On avait déjà fait des tests avec d'autres.
Mais pour la maturité de l'offre de service, c'est cela qu'on a retenu. Par contre, on a une autre équipe de développement plus générique au ministère, et eux, c'est sur Azure qui font leur déploiement et tout le kit. Donc, on reste à l'affût de ce qui peut être fait chez différents fournisseurs, puis on n'est pas pieds et poings liés avec un. On essaie de s'arranger pour pouvoir changer si l'offre de service est vraiment meilleure chez un autre. Mais c'est chez Amazon qu'on fonctionne. Comme tu as mentionné au début de la présentation, ben dans le fond, ce genre de service-là qu'on utilise serait disponible chez d'autres fournisseurs également. Ce serait peut-être pas exactement le même schéma, mais on pourrait exploiter de la même façon ce qui a été fait. Puis pour la formation ou l'expertise, non, il n'y a pas eu d'accompagnement de personnes pour aller de l'avant avec ça. C'était de l'auto-apprentissage de l'équipe pour mettre ça en place. Par contre, Amazon donne vraiment beaucoup de documentation. C'est vraiment riche en termes dans le fond, il y en a quasiment trop. Il faut réussir à déceler vraiment ce qu'on veut avoir parce qu'il y a une richesse d'informations là. Il y a aussi une excellente communauté. Il y a des voyons. Il y a des petites capsules qui se donnent ou des formations là, qui se donnent mensuellement auxquelles on peut s'abonner, là, qui partent des fois de la France. Donc, toutes leurs présentations, toutes leurs choses se retrouvent aussi sur Internet. Donc, on peut vraiment facilement aller chercher l'information qu'on a besoin, les bonnes idées. Puis, ben, c'est ça, un peu d'autodidacte. Parfait, merci. Une autre question rapidement. Pas de questions? Ben, merci, Madame Bastien.